Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à la programmation en assembleur sur Amiga, dans le cadre surtout de la programmation des effets démo. Alors dans cette première vidéo, je vais surtout vous parler du contexte dans lequel moi j'ai été amené à découvrir ça dans les années 80-90. Euh, c'est- le but de cette série de vidéos, ça va être de donner envie à ceux qui ont toujours voulu essayer de se mettre à l'assembleur sur ces vieilles machines, de s'y mettre, vraiment les débutants, mais qui ont toujours été tentés par ce monde magique de la programmation en assembleur de ces vieilles machines. Donc le contexte, c'est les années 80, et les années 80, enfin moi j'ai eu la chance d'être enfant et adolescent dans les années 80, et dans les années 80, c'est vraiment la naissance de l'informatique familiale, de ce qu'on appelait à l'époque la micro-informatique. C'est les premiers ordinateurs qui arrivent dans les maisons, en fait. Et il va y avoir plusieurs ordinateurs qui arrivent dans les maisons, mais en particulier, les premiers, ça va être des 8 bits, l'Amstrad et le Commodore 64 principalement en France, et puis après ça va être les 16 bits, 16-32 bits, l'Amiga et l'Atari ST. Donc là je vous ai fait une petite page d'intro sur l'Amiga. Donc l'Amiga c'est la machine qui est là, hein, sur une espèce d'image qui circule sur internet, qui est une espèce de chambre d'adolescent des années 80 avec un Amiga qui trône sur le bureau. Je vous ai mis quelques petites images en extrait. Donc là il y a le jeu avec la momie, là c'est le jeu de Donjon Master qui est très très connu, qui est à mon avis un des meilleurs jeux de rôle informatiques de tous les temps. Là, il y a le jeu Another World d'Eric Chahi, qui est un jeu extraordinaire sur le plan artistique, sur le plan histoire, sur le plan déroulement du jeu. Enfin, c'est fabuleux. Ça a vraiment bouleversé l'industrie vidéoludique. Là, il y a le logiciel de dessin Deluxe Paint qui était très célèbre, qui est l'ancêtre de Photoshop un peu, hein, sur Amiga. Là, il y a l'extraordinaire Shadow of the Beast qui était plus une démo technique qu'un jeu. Enfin, c'était un jeu, mais c'était surtout le côté technique qui était extraordinaire dans ce jeu. Là, je vous ai mis un tracker, c'est un logiciel pour faire de la musique sur Amiga. Et là, l'extrait d'une démo qu'on appelle la démo Hardwired, mais il y a eu des milliers de démos sur Amiga, fait par des groupes d'amateurs. Donc c'est ça qui était extraordinaire, c'est de voir ce que les programmeurs amateurs arrivent à faire sur cette machine. Donc les années 80, le début des années 80, c'est vraiment le début de l'informatique familiale. Et là, donc on commence avec l'ère des 8 bits. Alors il y en a eu les machines 8 bits, c'est-à-dire les processeurs, les premiers processeurs qui pouvaient gérer 8 petits bits d'un coup. C'est pour ça qu'on appelait ça les 8 bits. Alors il y en a eu toute une foultitude, hein, de machines 8 bits. Beaucoup de fabricants se sont lancés dans la fabrication d'ordinateurs. Alors pour nous, c'était extraordinaire parce qu'on arrivait dans une. Donc les deux principaux en France quand même qui sont restés à mon avis, hein, c'est le Commodore 64 à gauche et l'Amstrad, les Amstrad à droite. Alors je vous ai présenté l'Amstrad CPC 6128, mais il y avait aussi le CPC 464 qui était assez courant. Donc ces machines pour nous, quand elles sont arrivées en France, alors il y en a eu quelques-unes avant, hein, les ZX80, 81 et d'autres machines. En France, on connaissait aussi beaucoup les Thomson parce que c'était dans les écoles. Mais ces machines, pour nous, c'était incroyable. C'est-à-dire que la télévision familiale, qui est un espèce d'objet magique qui transmettait les émissions depuis Paris, quoi, depuis les centres de télévision, tout d'un coup, avec ces machines-là, on allait pouvoir commander au moniteur, commander des choses qui allaient sortir sur l'écran, commander des choses qui allaient sortir sur des haut-parleurs en programmant, puis on allait pouvoir jouer, interagir avec l'écran. Donc c'était magique, quoi. Je sais pas quelle image on pourrait prendre aujourd'hui pour ça. C'est comme si aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous aviez une appli qui peut commander au satellite, quoi. Enfin, c'est un truc fou pour nous. Donc ces premières machines incroyables, elles sont donc. Je vais vous comparer essentiellement ces deux machines-là qui étaient les plus connues en France, même si je pense que l'Amstrad était beaucoup plus présent en France que le Commodore 64, ce qui n'est pas vrai pour le reste de l'Europe. Donc les machines 8 bits, elles ont 64 kilooctets de RAM, ces deux machines-là. 64 kilo-octets, hein, attention, hein. On n'est pas dans les mégas ou les gigas d'aujourd'hui. Un kilo-octet, c'est-à-dire un kilo-octet, c'est 1024 octets, c'est-à-dire 1024 fois 8 petits bits. Donc ça fait vraiment très peu. Et même pour l'époque, c'était très peu, hein. C'est-à-dire que pour faire des programmes sur ces machines-là sans dépasser la mémoire, enfin pour que ça tienne dans les 64K, c'était pas facile. Les processeurs, c'était à gauche pour le Commodore 64, c'était un 6502, enfin 6510 qui était un dérivé du processeur MOS 6502. Et sur l'Amstrad, c'est un Z80, c'est des processeurs qui avaient en gros les mêmes capacités, même si peut-être le Z80 était un peu plus sophistiqué. En gros, c'était des machines qui pouvaient afficher, je simplifie, hein, bien sûr, les spécialistes me diront que c'est pas ça du tout, qu'il y a plein d'autres modes graphiques, etc. Mais
En gros, dans les programmes et les jeux en particulier, le mode graphique de base c'était du 160 par 200 en 16 couleurs. Donc ça donnait des pixels un peu rectangles. Il y avait une palette de 16 couleurs sur le Commodore 64, donc vous aviez 16 couleurs parmi 16 couleurs, et sur Amstrad j'avais 16 couleurs parmi 27 couleurs. Et les chips sonores, alors sur le Commodore 64 il y avait un chipset extraordinaire, enfin un chip sonore extraordinaire qui s'appelait le SID, et sur l'Amstrad c'était un chip Yamaha je crois qu'on appelait le L, bon, avec le code que je vous ai mis, qui était un peu moins bon. Comme ça a des machines assez similaires. Alors d'abord bon, c'est vrai que c'était vraiment des machines quand même assez différentes. Donc il y avait chacun leur point fort. Le point fort de l'Amstrad, c'était clairement le tout en un, là, l'espèce de. À l'époque, le Commodore 64, il fallait tout acheter séparément, le lecteur de disquette ou de cassette, il fallait brancher, l'écran, il fallait brancher. Ça faisait peur un peu de brancher tout. Là, l'Amstrad, c'était un tout en un, il y avait tout dans la boîte, il y avait qu'un fil à brancher, ça c'était assez génial. Le Commodore 64 était sûrement plus doué pour les jeux d'arcade, les scrolling, les sprites, et l'Amstrad peut-être plus pour les jeux d'aventure. Bon, enfin, bref, c'était deux machines extraordinaires de toute façon. Et par contre, pour programmer ces machines, ça passait. Donc ces machines-là, elles n'avaient pas vraiment de système d'exploitation au sens où on l'entend aujourd'hui. Elles étaient directement, elles se lançaient sous BASIC, hein, qui était vraiment le truc de base de ces machines, le langage de base qui servait à la fois de système d'exploitation et d'interaction avec l'utilisateur au départ. Donc à droite, vous avez le BASIC de l'Amstrad et à gauche, le BASIC de Commodore 64. Alors le BASIC du Commodore 64, c'était une horreur, hein. Il était extrêmement pauvre. Alors du coup, il y avait très très peu d'instructions. Ce qui était bien, c'est que comme moi, on a fait du basique sur Commodore 64, c'est que bah, vous étiez pratiquement obligé de faire du langage machine en basique, quoi. C'est-à-dire qu'on très vite, on apprenait l'architecture de la machine parce que le basique était très pauvre. Voilà, c'était un basique Microsoft, hein. J'ai envie de dire comme par hasard à l'époque. Et le basique Amstrad était beaucoup plus sophistiqué, hein. Le Locomotive Software avait fait un travail beaucoup plus, enfin, c'était un basique bien plus simple à utiliser, et bien plus puissant, je pense. Donc, tout passait par le basique à l'époque. Alors moi, déjà à l'époque, j'aimais pas le basique parce que c'était un langage comme un langage comme d'apprendre l'anglais ou l'allemand, quoi. Fallait apprendre des espèces de mots-clés qui faisaient des fonctions, mais on savait pas du tout comment l'ordinateur fonctionnait. On savait que quand on écrivait print bonjour, ça affichait bonjour, mais pourquoi ça affichait bonjour et comment ça marchait, on savait pas du tout. Alors qu'en assembleur, quand vous faites de l'assembleur sur ces machines en particulier, mais enfin sur toutes les machines d'ailleurs, on comprend exactement ce qui se passe dans la machine au niveau quasiment électronique, quoi. On comprend pourquoi il y a un point qui s'affiche sur l'écran, etc. Donc l'assembleur, c'était vraiment beaucoup plus sympa de ce point de vue-là. Alors faire de la programmation sur ces machines-là, en particulier de l'assembleur, c'était quand même assez compliqué à l'époque. Il y avait assez peu de bouquins, assez peu de données, il n'y avait pas Internet, bien sûr. Ça va changer avec au milieu des années 80, avec l'arrivée des 16-32 bits. Donc là, il y a pratiquement plus que deux machines, hein, qui vont se faire concurrence. L'Atari ST à gauche et l'Amiga à droite. Alors c'est là, pour nous, hein, les amateurs de micro-ordinateurs de l'époque, c'est la révolution. C'est-à-dire que le gap de technologique entre la génération d'avant et cette génération-là et cette génération-là, c'est incroyable, quoi. C'est comme si aujourd'hui on passait directement de la PS2 à la PS5 ou de la PS1 à la PS4. Enfin, c'était un gap technologique incroyable. Même si en voyant les spécifications, vous n'allez peut-être pas trouvé tout de suite, mais c'était vraiment un gap incroyable. Donc ces deux machines-là, en apparence, étaient similaires, si on ne regarde pas de plus près. Elles avaient toutes les deux 512 kilooctets de RAM, donc 512 kilooctets, ça faisait beaucoup plus que les 64 des machines précédentes, hein. Ça devenait à peu près confortable, on va dire. Elles avaient toutes les deux un processeur 68000 de Motorola, alors qu'elle était un processeur extraordinaire à programmer, vraiment, c'était le processeur de l'époque, quoi, clairement. Elles avaient donc une résolution horizontale qui était doublée. Elles étaient en 320 par 200 en 16 couleurs. Alors, même si l'Amiga pouvait afficher 32 couleurs d'un coup, avec une toute petite limitation sur la bande passante pour le processeur, mais bon, 16 couleurs pour l'Atari ST, 32 couleurs pour l'Amiga. Franchement, c'était un gros plus, 32 couleurs. Alors, la résolution, c'était un gros plus, parce que 160, c'était vraiment une résolution très basse. 320, là, on est arrivé à une résolution beaucoup plus confortable. Et l'œil humain, même si ça paraît pas beaucoup, 16 couleurs ou 32 couleurs, l'œil humain est beaucoup plus sensible au contraste qu'à la résolution. Donc 32 couleurs, ça faisait vraiment des images qui étaient plus sympas qu'en 16 couleurs. La palette, donc là aussi, il y a plein de modes graphiques différents. Je prends le mode le plus simple de base,
mais c'était pas si simple que ça, hein, bien sûr. On verra ça dans les vidéos suivantes, en particulier pour l'Amiga, puisque nous on va s'occuper de l'Amiga. La palette était de 512 couleurs pour l'Atari ST, donc on pouvait afficher 16 couleurs parmi 512, et sur Amiga on pouvait afficher 32 couleurs parmi 96, donc beaucoup plus de variétés de couleurs possibles aussi. Le chip sonore, en gros le chip sonore de l'Atari ST c'était le même que l'Amstrad, donc il n'y avait pas de révolution de ce côté-là. Par contre, le chip sonore de l'Amiga, c'est Paula, c'était incroyable. Enfin, les bruitages, les sons, les musiques qui sortaient de l'Amiga, c'était tout de suite tout le monde a trouvé que c'était un pas en avant assez important. Et l'Amiga avait des coprocesseurs. Et ça, c'était une révolution hardware, mais qu'on a mis longtemps à comprendre en fait, que l'Atari ST est arrivé sur le marché à un tarif très agressif, en concurrent direct du Macintosh, comme un ordinateur sérieux en fait, concurrent du Macintosh. Donc il a vraiment très très bien marché, c'est normal, c'était une super machine, hein. Il avait en plus une prise MIDI, donc tous les musiciens, une prise MIDI intégrée, donc tous les musiciens ont acheté un Atari ST d'emblée. Et donc au début, les programmeurs de jeux, enfin, programmer sur un Atari ST, puis copier simplement le jeu sur Amiga. Donc on voyait pas bien la différence entre les deux machines. Pourtant, elle était importante, hein, parce que on va dire que l'architecture de l'Atari ST, c'est une architecture assez classique d'ordinateur. C'est un peu un Amstrad CPC 6128 qui aurait été boosté aux hormones 16 bits avec malgré tout la souris, un OS graphique, enfin plein de trucs en plus, mais pas autant la révolution que la conception de l'Amiga, qui est vraiment donc avec des coprocesseurs en plus qui vont apporter énormément, en particulier sur la gestion des images, des sprites, etc. L'OS qui a l'air graphique comme l'Atari ST est en fait multitâche, qui était révolutionnaire, hein, pour l'époque. Il va falloir attendre 10 ans pour que les PC fassent la même chose. Donc l'Amiga, à la fois sur le plan software et hardware, était vraiment révolutionnaire. Donc là, pour vous illustrer ça, je vous ai mis une petite vidéo de Shadow of the Beast sur Amiga. Ça, c'est la version Amiga. Et juste après, vous aurez la version Atari ST. Voilà. J'ai mis des rires enregistrés pour se moquer un petit peu. Alors, évidemment, quand on est amigaïste, on se moque des Ataristes, et quand on est Atariste, on se moque des Amigas. Donc plusieurs fois dans mes vidéos, vous m'entendrez faire des petites blagues comme ça sur l'Atari versus l'Amiga. Alors pour moi, c'est pas du tout sérieux, hein. Bien sûr, ces deux machines étaient vraiment fabuleuses, hein, bien plus attachantes que les machines d'aujourd'hui, à mon avis. Mais se moquer de l'Atari quand on est amigaïste, c'est une Madeleine de Proust en fait. Ça me rappelle le bon vieux temps, c'est pour ça que je fais ça, mais il n'y a bien sûr aucune volonté de trouver une machine mieux que l'autre ou je sais pas quoi. Je pense sincèrement que l'Amiga était un peu plus révolutionnaire sur le plan hardware et software, mais l'Atari ST était une super machine, hein. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces deux machines-là, mais on va bien sûr s'intéresser à l'Amiga et à la programmation en assembleur de cette machine. Pour le coup, là, c'était plus facile de programmer en assembleur. Il y avait des bouquins, on arrivait à trouver des sources, on va dire. Donc encore une fois, le but, ça va être de donner envie aux gens qui n'ont jamais osé débuter là-dedans de s'y mettre par le biais des démos. Alors, nous, on va émuler un Amiga de la grande époque, c'est-à-dire l'Amiga 500 OCS. Alors, OCS, ça veut dire Original Chipset. C'est-à-dire que le blitter et le copper qu'on vient de voir, on dire différentes versions, mais on prendra les versions originales. Avec 512, on rajoutait souvent une extension mémoire de 512 kilooctets. On va rajouter aussi un disque dur, parce que c'est quand même plus simple que les disquettes qu'on mettait sur le côté, là, dans l'Amiga. Et on va faire tout ça grâce à l'émulateur WinUAE, qui veut dire UAE veut dire Universal Amiga Emulator, et Win c'est sa version Windows. On va faire tout ça juste après. Je vais vous montrer comment on configure WinUAE juste après. Pour programmer en assembleur, il faudra un programme qu'on appelle lui-même assembleur. Moi, je vais prendre un SM1, c'est celui dont j'ai le plus l'habitude. Il y avait d'autres assembleurs sur Amiga, en particulier DevPack qui était très bien, mais dont j'ai pas l'habitude. Il y avait aussi CK. Alors CK, c'est le tout premier, l'assembleur historique, on va dire, sur Amiga, mais je pense qu'il faut plus l'utiliser. Il y avait quelques trucs embêtants qu'il faut peut-être plus utiliser CK actuellement. On utilisera aussi d'autres programmes comme Deluxe Paint pour faire des dessins, bien sûr. Donc je découperai mes vidéos en trois grands chapitres, mais un premier chapitre un peu pénible, un peu rébarbatif sur les systèmes numériques, le binaire, l'hexadécimal et le décimal, mais on est obligé d'en passer par là pour programmer en assembleur, il n'y a pas vraiment le choix, donc j'essaierai d'aller vite et ne pas être trop pénible là-dessus, mais il n'y a pas le choix en fait, on est obligé de passer par là. Ensuite, on programmera le processeur central de l'Amiga, on programmera le 68000. En même temps, on essaiera d'apprendre à programmer avec la SM1.
Donc là, ça marchera, c'est quelque chose qui marchera à la fois sur l'Atari et l'Amiga, parce que c'est le même processeur central. Et puis ensuite, on essaiera de programmer spécifiquement l'Amiga. Donc ce sera l'essentiel de mes vidéos, ça sera de programmer l'Amiga et d'essayer de faire des effets de démo au moins relativement simples pour comprendre comment ça marchait. Et ça reste passionnant de faire ça, même aujourd'hui, même au 21e siècle. Programmer ces vieilles machines, en particulier ces 16-32 bits, c'est passionnant parce elles ont déjà des capacités très sympas en fait. Et elles restent à taille humaine pour comprendre comment ça marche. Donc voilà, je vous ai mis quelques extraits de démos ici. Alors les démos c'est quoi? C'était des petites intros. Au début ça commençait comme des petites intros que les pirates faisaient avant de présenter un jeu qu'ils avaient piraté par exemple. Donc par exemple en bas à gauche là, c'est un groupe de pirates qui présente un jeu. Alors j'aime beaucoup cette intro là, cette track trousse, donc c'est une démo, on va dire minimaliste avant de lancer le jeu. Alors j'aime beaucoup cette parce que c'est une des premières que j'ai vues sur Amiga tout simplement. Et puis le fond de la démo là, ça rappelle le jeu Ultima 5, le jeu qui était sur Commodore 64 et sur Apple. Je crois que c'était un super jeu de rôle sur lequel j'ai passé des heures, donc j'ai beaucoup de tendresse pour cette intro. Après il y avait d'autres intros, il y avait ce qu'on appelait ça c'est une intro ce qu'on appelle une méga démo, plein de petites démos mises l'une derrière l'autre. Mais dans cette méga démo, ce que je préférais, c'était l'intro. En fait, c'était ce morceau-là là, que je vous mets. Je trouvais le scroll là, extraordinaire, le sinus scroll, comme on disait. Voilà, là, je vous ai mis un extrait d'une démo qui est très connue, Enigma du groupe Phenomena. Là, c'est l'intro, c'est plus pour la musique. Donc, c'est une démo qu'il faudra absolument que si vous la connaissez pas, regarder en entier parce que c'est extraordinaire. Voilà. Donc eux, ils faisaient des effets extrêmement sophistiqués. On ne pourra pas programmer tout ça évidemment, mais ça montrait ce que pouvait faire la Nvidia à l'époque, c'est assez incroyable. Voilà, et puis là je vous ai mis un extrait de la démo Hardwired que je vous ai montré en intro. Bon, c'est pareil, une démo incroyable. Il y avait un talent à la fois graphique, sonore et de programmation qui était incroyable. Donc voilà, c'était une petite intro générale à la programmation d'assembleur. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Juste après, on va installer WinUAE sur un PC moderne pour émuler un Amiga. Voilà, à tout de suite. Donc du coup, je vous fais un rapide tuto pour installer le plus vite possible WinUAE et faire de l'assembleur. Alors du coup, je viens d'installer, j'ai téléchargé l'installeur WinUAE qui est là, que je vais jeter, j'en ai plus besoin. Je l'ai installé dans un dossier WinUAE sur le bureau directement. Je vous conseille de l'installer plutôt ailleurs évidemment, hein, mais là c'est juste pour la vidéo. Et ça c'est le raccourci qui donc nous emmène vers l'intérieur de ce dossier-là ou vers ce fichier-là WinUAE 64. Alors vous voyez, il y a d'autres dossiers dans le dossier WinUAE, Amiga Programme, configuration, doc, tout ça vous n'en avez pas besoin. Par contre, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Alors d'abord du Kickstart, enfin d'une ROM Kickstart, c'est-à-dire le Kickstart c'était un peu le BIOS de l'Amiga en quelque sorte, la mémoire morte qui contenait un peu les données de base pour que la média démarre. Ça, c'est pas en libre téléchargement théoriquement parce que c'est encore copyrighté. Donc je l'ai pas mis sur le drive, mais bon, vous allez le trouver très facilement. Donc ce fichier-là est obligatoire. Alors, je vous conseille de prendre la version 1.3, le Kickstart 1.3, puisque nous, on va émuler un Amiga comme celui qui est en fond d'écran ici. Un Amiga 500 de la grande époque, on va dire, avec un lecteur de disquette externe en plus et puis une extension de mémoire. Donc on met ce fichier Kickstart, donc c'est très facile à trouver sur internet, hein, donc voilà, on met ce fichier Kickstart version 1.3 dans le dossier WinUAE. Et puis dans ce dossier WinUAE, on va faire un dossier qu'on va appeler, qui va être l'image de notre disque dur Amiga en fait, hein. Donc on va appeler mon disque dur par exemple, enfin, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous l'appelez surtout pas DH0 puisque c'est le nom que donne l'Amiga au périphérique physique disque dur, hein. Donc l'Amiga nomme ses lecteurs de disquettes. L'Amiga peut avoir maximum 4 lecteurs de disquettes qu'il appelle DF0, DF1, DF2, DF3. Et les disques durs c'est DH0, DH1, donc voilà. Et puis on va faire un autre dossier dans lequel on va mettre nos disquettes. On va appeler ça, je sais pas, mes disquettes. Puisque les disquettes sur émulateur sont représentées par des fichiers en fait, qui sont ici, qui sont en point .adf. Donc là je vous en ai mis 3.
Et donc on va les mettre dans le fichier, dans le dossier mes disquettes. Donc il y a un dossier rigdangerous.adf. Donc en fait c'est une image, un fichier qui représente en fait le contenu de la disquette Rig Dangerous. C'est une sorte de disquette mise sous forme virtuelle, quoi, si on peut dire. Je vous ai mis une image du Workbench 1.3. Là aussi, je vais vous la mettre sur le drive, vous l'aurez sur le drive. Et une image de ASM1 avec les modifications que j'ai fait pour que ça marche bien en version française et avec un truc pour le lancer vite. Donc voilà, une fois qu'on tout ça c'est dans le dossier disquette, mes disquettes, et puis mon disque dur, on va lancer WinUAE. Et là, quand on lance WinUAE la première fois, c'est vrai qu'on tombe sur cette espèce de gros truc de configuration. Alors, il a gardé mes anciennes configurations, je pense qu'il allait tout m'effacer. Bon, c'est pas grave. On va en faire une nouvelle. Euh, du coup, bon, vous occupez pas de ça. Normalement, ici, c'est vierge, il n'y a rien du tout. Mais ça doit être sauvé ailleurs dans le PC, donc il les a gardés. Normalement, ici, il n'y a rien. Ça, c'est les configurations que vous allez pouvoir sauver pour ne pas vous recommencer à chaque fois. Donc là, vous allez donner un nom à votre configuration. Par exemple, je sais pas, on va appeler ça ma config. Ma config, hein, voilà. Et puis, alors pour l'instant, il n'y a rien. Zut, on rappuie sur F12 pour retomber dans le truc, dans le prompt ici. Alors, donc ma config, on va l'appeler ma config quand on l'aura. J'aurais pas dû appuyer sur Entrée, excusez-moi, je recommence. On fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, donc, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qu'il y a dans Hardware ici. Ce qu'il y a dans Host, ça va être ce que vous voulez vous, comme options graphiques, options sonores, etc. Donc là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez, mais ça ne va pas vous empêcher de faire fonctionner l'émulateur. Vous allez vouloir comme émulation de la souris, du clavier, des manettes, etc. Donc ça, je ne vais pas m'en occuper. On va s'occuper du hardware. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un Amiga 500 de la grande époque avec 512 kilooctets de mémoire. Donc le CPU, c'était un 68000, donc on laisse le 68000 cliquer là. On clique dans Approximate à 500 à 1200 cycle exact, hors cycle exact, pardon. Là, on laisse tout pareil, enfin tout ce qui est de base, je pense qu'on ne change rien dans cet onglet-là. Dans l'onglet chipset, on met ECS Agnus ou OCS, c'est pareil, celui que vous voulez ici. Vous laissez pareil, tout pareil. Là, je vous conseille de mettre cycle exact, full, si vous avez une machine assez puissante, mais je pense qu'aujourd'hui, ça pose plus de problème. Là aussi, le mieux, c'est peut-être de mettre full pour collision level. Ceci dit, j'ai laissé ça et j'ai jamais vu de problème particulier juste au-dessus. Donc, bon. Et surtout, vous décochez la wait for blitters. Faut pas que ce soit coché ça. Vous verrez dans les vidéos plus tard, il y a un moment, je fais un contrôle sur un vrai Amiga des programmes que je vous ai proposés. Et il y en a un qui marche sur émulateur, mais qui marche pas sur Amiga. Et au moment de la vidéo, je vous dis que je ne sais pas trop pourquoi c'est, mais en fait, je pense que c'est parce que cette option-là était cochée. Donc vous ne la cochez pas. Pas de wait for blitter. Nous, on veut faire de la vraie programmation pour un vrai Amiga. Et ça, en fait, ça corrige des erreurs de programmation, ce petit onglet-là. Dans Advanced Chipset, vous ne changez rien. Vous laissez Compatible Setting de cocher, pardon. Dans les ROM, c'est là que ça va être important. Il va falloir qu'on aille chercher la ROM qu'on vient de mettre dans le dossier WinUAE. Donc on va sur le bureau, dans WinUAE, et on clique sur Kickstart, là, ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va aller chercher comme ROM au démarrage, l'émulateur. Ça, c'est obligatoire, sinon vous n'allez pas avoir d'Amiga qui démarre. Ensuite, dans le lecteur de disque, donc RAM, on va laisser 512K de chip, et Slow 512, comme c'est marqué là. Vous pouvez changer, hein, bien sûr, mais ce qu'on avait vraiment, quand on achetait un Amiga, on avait 512 kilooctets de chip, un Amiga 500, et très vite, on achetait une extension Slow, ou Fake Fast, qu'on appelait aussi, ou parfois improprement Fast, on verra tout ça dans les vidéos suivantes, mais on avait une extension, quoi, sinon on ne pouvait pas faire tous les jeux. Et puis voilà, puis dans les lecteurs de disquettes, très souvent on achetait un deuxième lecteur de disquettes. Donc vous cliquez sur DF0 et DF1 là, pour avoir les deux lecteurs de disquettes en même temps. Et puis dans les hard drive, on va ajouter, c'est là le plus important, ajouter un directory qu'on va utiliser comme disque dur de notre Amiga en fait. Donc on retourne dans le bureau, dans notre dossier WinUAE, et on sélectionne mon disque dur, ce qu'on a fait comme dossier tout de suite. On fait sélectionner un dossier, OK, et là on a un DH0, donc un disque dur numéro 0, qui va en fait correspondre à notre dossier mon disque dur. Et voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut retourner dans configuration et sauver la configuration sous le nom de par exemple ma config, comme je disais tout de suite. Donc ma config. Et là cette fois on sauve.
Et maintenant, même si vous éteignez WinUAE, si vous rechargez WinUAE, quand vous êtes sur ma config, vous faites load ici, load, et hop, toutes les options que vous avez sélectionnées là se retrouvent de nouveau. On a de nouveau DH0, mon disque dur, etc. Il n'y a pas besoin de tout recommencer, quoi. La ROM, ça va être la bonne, etc. Donc si on lance la Media comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va nous mettre... comme on a sélectionné le disque dur, voilà, il nous met directement sur Amidia DOS. Si vous n'aviez pas de disque dur, il vous mettrait l'image de la disquette qu'on connaît bien sur Amidia. Je peux vous remontrer ça si vous voulez. On va, si on enlève le disque dur ici, on éjecte ça. Ça, je l'enlève. Et je reset. Si vous n'avez pas de disque dur, il vous met sur l'image de la disquette que vous devez tous connaître. Voilà. Et là, si vous voulez rentrer une disquette, alors je vous conseille de garder une configuration sans disquette parce que l'Amidia commence toujours sur la disquette même quand il a un disque dur. Donc s'il y a une disquette d'insérer, il va de toute façon aller sur la disquette. Donc là, vous faites F12. À chaque fois, je fais le voilà, F12. Vous allez dans Floppy et on va insérer une disquette. On va insérer une disquette, on va se mettre dans notre WinUAE, mes disquettes, et on va mettre par exemple Rick Dangerous, et OK. Et là, il va commencer à démarrer le jeu Rick Dangerous. Donc vous devez tous connaître, je pense, enfin, beaucoup de gens doivent connaître en tout cas. Donc le jeu assez marrant sur Amiga, avec le petit bonhomme. Voilà, donc là on a la présentation des pirates qui avaient fait le jeu, enfin qui avaient piraté le jeu. Passons. Et puis voilà, donc vous lancez Rick Dangerous. Donc on va recommencer. Je ne vais pas laisser charger Rick Dangerous. On va relancer notre programme avec cette fois, du coup, on va recharger notre configuration ma config avec le disque dur. Et en disquette, vous allez mettre la disquette que je vous ai fournie avec le Workbench ici, donc le Workbench 1.3. Et vous allez lancer l'Amidia comme ça. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc là, ce que je viens de faire, en fait, quand je mets la disquette dans le dossier, en fait, c'est comme si je rentrais une disquette ici sur le côté dans l'Amidia là. C'est comme si on mettait une disquette, je ne sais pas si vous voyez là ce que je vous montre, mais c'est comme si on rentrait une disquette ici là, dans la fente de l'Amidia qui est en arrière-fond là. Donc là, il lance le Workbench. Le Workbench, c'est le Windows de l'Amidia en fait, de l'époque. C'est l'interface graphique de l'Amidia. Alors, bon, là, vous pouvez améliorer le rendu graphique parce que vous voyez, ça rend pas terrible. Là, ça rend pas du tout comme sur un vrai Amidia. Dans les vidéos que je fais moi, j'ai mis un filtre graphique pour que ce soit. Donc ça, c'est dans les options dont je vous ai pas parlé, mais dans les options ici, vous allez pouvoir sélectionner des filtres graphiques si vous voulez améliorer l'image. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Alors pour que ça aille plus vite, parce que là, le lecteur de disquette sur Amidia, c'était assez lent. Si vous voulez entendre le bruit des lecteurs de disquette, vous pouvez aller dans, je crois que c'est dans Sound ici. Et voilà, au lieu de mettre No Sound, vous mettez As un Sound Built-in ici, voilà. Et on va entendre le disque qui tourne, voilà. On va le mettre un peu moins fort, parce que c'est un peu pénible. Voilà, puis on peut augmenter la vitesse du disque si on veut. Alors, donc ça c'est dans Floppy ici Drive, vous pouvez mettre beaucoup plus, 800%. Alors je vous conseille pour la base de toujours laisser à 100%, c'est ce qui vous permettra de lancer tous les jeux et toutes les démos sans problème. Mais là pour les besoins de la vidéo, on va mettre à 800%, ça va aller plus vite. Voilà, une fois que vous êtes là-dessus, vous voyez, c'est l'interface du Workbench avec donc, la RAM, enfin un disque RAM, mon disque dur qu'on vient de créer donc, et le Workbench. Donc vous double-cliquez sur Workbench ici. Ensuite, vous double-cliquez sur Shell ici. Et vous allez taper la commande, alors copy from df0 2 points to dh0 2 points et all. Attention à la syntaxe, il faut bien mettre df0 2 points to dh0 2 points all.
et il va vous copier tout le contenu de la disquette sur le disque dur. Donc on attend que ça soit fini. C'est un peu long. Et normalement, quand ça sera terminé, on aura un disque dur fonctionnel, donc on pourra recharger notre configuration Amiga sans disquette, et il partira directement sur le disque dur. Avec tout le workbench de copier, quoi, en fait. Hein. On attend, même à 800%, c'est assez long, vous voyez. Donc le workbench était quand même, pour l'époque, même quand on le réutilise aujourd'hui, je trouve que c'est pas si loin d'un Windows moderne finalement. C'était déjà vraiment très évolué, c'était vraiment sympa d'avoir ça à l'époque. Alors même si on se servait beaucoup plus des lignes de commande en fait, comme je viens de faire, hein, mais le côté interface graphique était quand même assez sympa. Il y avait le GEM sur Atari ST qui était très novateur aussi, parce que les ordinateurs d'avant, les 8 bits, avaient que des... En fait, c'était toujours par ligne de commande, on passait par le basique. Donc là, on avait vraiment l'impression d'avoir des ordinateurs d'une autre génération, quand on avait l'interface avec la souris. La souris, c'était la révolution quand même. Voilà, donc il aura bientôt fini de tout copier, j'espère. Alors, je ne pensais pas que ça serait si long, même en mettant 800% de disquette. Voilà, donc une fois que tout est terminé, du coup, on peut recharger notre config, load. Du coup, là, on n'a plus de disquette dans le lecteur de disquette. Et comme il n'a pas de disquette dans le lecteur de disquette, il va lancer directement sur le disque dur. Il va partir sur le disque dur. Alors, quand vous êtes dans la souris de l'Amiga, là, pour revenir à l'extérieur sur le PC, vous appuyez sur le troisième bouton de la souris. Vous appuyez sur la roulette de la souris et hop, ça vous permet de redimensionner la fenêtre, par exemple. Voilà. Et quand vous voulez re-rentrer dans l'Amiga, vous cliquez dans la fenêtre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc là on a redémarré l'Amiga sur notre disque dur. On va mettre la disquette dans le DF0, cette fois la disquette ASM1 que je vous ai fournie sur le drive. Et donc on attend qu'il l'affiche. Vous double-cliquez sur mon disque dur. Vous relancez le shell ici en double-cliquant, comme on a fait tout à l'heure. Et là encore, vous faites copy from df0 2.to dh et h0 2.all. Et il va vous copier là aussi tout le contenu de la disquette. Alors on n'a pas le son puisque j'ai pas dû mettre dans la config, j'ai pas dû sauver l'émulation du son du lecteur de disquette. Donc ceci dit, c'est peut-être moins pénible. Donc on attend qu'il ait tout copié. Alors par contre, on ne doit pas être en 800% là. Alors, je vais peut-être mettre 800% pour que ça aille plus vite. Hop. Ok. Voilà, maintenant qu'il est tout terminé, ça devrait être moins long que la disquette Workbench normalement. Une fois que vous aurez fini ça, normalement c'est bon, vous allez pouvoir démarrer la programmation d'assembleur sur Amiga. Vous allez démarrer directement sur ASM1, comme dans les vidéos qui vont suivre en fait. Alors, ça se termine je pense. Alors, il y a un mode turbo aussi pour les disquettes, je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup plus vite. Je l'utilise jamais en fait. Ça a l'air un peu pareil. Bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là, il copie simplement les fichiers. Hein. Ça m'a l'air encore plus long que l'autre en fait. Bon, je couperai peut-être au montage de la vidéo la copie des fichiers parce que c'est pas très passionnant. Donc là, il va effacer, il efface automatiquement les fichiers avant. Hein. Quand on met all,
Donc il va remplacer certains fichiers qui étaient avant sur la disquette Workbench qui ont été copiés sur le disque dur par des nouveaux que j'ai mis sur la disquette ASM1. La startup séquence en particulier, ce que la Amiga lance au démarrage. Voilà, j'ai pas l'impression que le mode turbo change grand chose. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, si vous relancez l'Amiga, donc si on recharge notre configuration de départ, load la config et qu'on lance, vous allez tomber sur l'interface que je vous ai fait, c'est-à-dire vous avez un petit prompt pour savoir si vous voulez SM1 ou pas. Voilà, non, vous tombez directement sur SM1 en fait. Et donc là, si vous voulez, vous allez avoir les vidéos ensuite pour la suite. Là, on met F ou C. Là, on met le nombre de kilooctets que vous voulez. Et puis, on est dans SM1. Voilà. Donc, juste pour finir, dans le dossier WinUAE maintenant, vous avez donc le dossier Mon disque dur, dans lequel vous pouvez passer des tas de programmes, si vous voulez, que vous trouvez sur Internet pour Amiga. Vous les mettez simplement dans ce dossier quelque part, et vous pourrez les lancer dans l'émulateur. Donc c'est très facile d'interagir entre des programmes que vous téléchargez sur Internet pour Amiga et ce dossier-là, quand vous les copiez simplement à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu, des commentaires, tout ça, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Merci.